Merci d'être là. Pour Nature, je vais porter 2-3 chapeaux, comme vous l'avez vu, là. Donc, je parle au nom de Nature Québec comme directeur général, mais je suis aussi un des porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, qui s'intéresse beaucoup aux enjeux miniers du Plan Nord. Et aussi, je suis un des membres de la Coalition Saint-Laurent là, sur l'exploitation du pétrole dans le Golfe. Et je suis du mouvement Sortons le Québec du nucléaire. Un méchant chialeux. Donc, je suis en dessous de ces mouvements-là, mais moi, je trouve ça très, très positif. Je vais essayer. Puis, c'est tellement, tellement positif que ces mouvements-là, aller là-dedans, ça me donne le goût de changer le monde, ça me donne le goût de marcher le 22 avril. J'espère que ça va vous donner le goût de marcher le 22 avril parce que je pense que c'est important. Et c'est important aussi de faire valoir une vision différente de l'utilisation des ressources que celle qu'on a. Et si on n'épouse pas cette vision-là, c'est qu'on est contre le développement, on est genre de... vient du paléolithique, où on est un genre de résidu de Cro-Magnon là, qui n'a pas évolué. Et moi, je trouve que c'est assez simpliste de dire si tu t'opposes au nucléaire au Québec, ça veut dire que tu es pour t'éclairer à la chandelle. On entend encore ça. Là. Michel Arsenault, le président de la FTQ, a dit ça à Gentilly lors d'audience de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, que c'est soit qu'on rénove la centrale nucléaire ou qu'on s'éclaire à la chandelle. Je pense qu'on est rendu au-delà de ce genre de grosses banalités. Aujourd'hui, encore dans la presse, on se moquait là, des gens qui regardent des nouveaux indices là, de bonheur, etc., en disant le PIB, puis là, c'est des gens, là, c'est gauchistes de penser qu'on peut penser autrement que... D'ailleurs, j'ai lu une caricature en anglais, je vous le traduis, là, que je trouvais très, très bonne. C'est vrai que nous autres, les environnementalistes, on ne comprend pas que la destruction de la planète, c'est le prix à payer pour une économie en santé. Et c'est vrai, c'est quand même quelque chose qu'on doit constater. Maintenant, peut-être qu'on peut avoir une économie en santé, mais différente, une économie qui n'est pas déconnectée de la base de ressources. Souvent, à Nature Québec, on parle d'empreinte écologique. C'est important quand même de savoir, pas nécessairement de rentrer le fer dans notre plaie et de dire qu'on n'est pas bon, mais il demeure que si tous les humains consommaient des ressources comme chacun des Québécois, ça prendrait 3 planètes. C'est Hervé Mead, le commissaire à l'environnement durable. Déjà, l'empreinte écologique actuelle de la population de la Terre est d'une planète et demie. Puis là-dessus, c'est mal réparti. On sait qu'il y a 4,5 milliards qui vivent dans une extrême pauvreté, mais qui ont quand même parfois accès à un poste de télévision. Ils sont plusieurs à s'agglutiner et voient comment vivent les riches. Et ça, c'est facteurs de printemps qui vont être peut-être moins tranquilles que le nôtre le 22 avril, quoi qu'il va être quand même assez dynamique, mais certainement pacifique, ça c'est sûr. Et toujours est-il donc qu'on s'intéresse à ça à Nature Québec, on s'intéresse à l'économie écologique. On s'appelle Nature Québec, mais on prétend avoir le droit de parler d'économie, de parler de société, parce qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de base de ressources naturelles, s'il n'y a pas d'écosystème essentiel à la vie. Il n'y a pas d'économie si on ne pense pas aux limitations de la base de ressources. Et ce n'est pas comme à côté, là. Et souvent, là, il y a comme un genre de bulle économique là, qui est faite. Donc, si on regarde des dossiers dans lesquels Nature Québec, on va y aller du sud au nord, ça va m'empêcher de me mêler, ça va être plus simple. On s'intéresse à des dossiers que personne ne s'intéresse beaucoup. Par exemple, la préservation des milieux humides. Tu sais, il reste qu'il y a eu de l'étalement urbain partout dans le sud du Québec, il y a eu une destruction de 80% des milieux humides dans la vallée du Saint-Laurent. C'est quand même important en termes de biodiversité, en termes de préservation d'écosystèmes essentiels à la vie, mais on les détruit souvent pour le même modèle là, d'étalement urbain, de banlieue, et souvent dans l'indifférence générale, en tordant les lois, en obtenant des certificats d'autorisation à l'appel. Un juge récemment vient de rendre illégale là, la directive de conservation des milieux humides parce qu'elle ne repose pas sur une définition claire de la loi. Et oui, les milieux humides ne sont pas dans la loi québécoise en environnement. Et la directive interne cachée non publiée, appliquée par le ministère, le fait un peu n'importe comment. Le juge a dit que ça n'a aucun bon sens, mais ça ouvre la porte à la destruction des milieux humides. C'est quelque chose d'incroyable. Et naturellement, nous autres, comme on travaille dans plusieurs dossiers, on se dit, mon Dieu, mais il me semble que dans le domaine des mines, ce n'est pas un règlement non plus, c'est une directive qui contrôle les impacts environnementaux du domaine minier. Le juge dit de plus en plus, les tribunaux admettent que les directives sont insuffisantes et qu'elles sont invalidées par les tribunaux. C'est important de savoir que quand même, les milieux humides, il y a une directive interne, ce n'est pas prévu dans la loi que c'est protégé. Et par exemple, le développement minier à l'autre bout du spectre, si vous voulez, d'une ressource non renouvelable, c'est géré par une directive. Les gars de l'association minière me disent « Christian, tu fais de la démagogie, tu sais bien que la directive, c'est comme un règlement. Quand ils le mettent dans le certificat d'autorisation, là, c'est blindé, là, tu déconnes. » Mais là,
quand même un jugement, c'est pas moi qui le dis, c'est pas parent avec moi le juge. Et il dit, on n'est pas contre qu'il y ait un règlement, mais si vous n'êtes pas contre, là, faisons-le, hein, faisons-le. Ils sont jamais contre, mais ils ne travaillent pas fort pour changer les choses. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Maintenant, si on revient, Nature Québec, par rapport aux ressources, on trouve dommage quand même qu'au Québec, on a un peu, je ne sais pas si on tire ça, pourtant une période assez le fun des coureurs des bois et tout ça, mais on a eu quand même des forêts de pins énormes dans la vallée du Saint-Laurent qui ont été détruites. On a eu les pêches qui ont, même récemment, même au lac Saint-Pierre, maintenant, interdiction totale de pêcher la perche chaude, surpêcher. On sait ça depuis des années, naturellement. La morue dans le Saint-Laurent, bien sûr. Et la forêt boréale, toujours plus au nord, d'avoir des épinettes de plus en plus petites et qu'il faut aller chercher de plus en plus loin avec des routes, ce qui fait qu'actuellement, là, l'économie forestière est complètement à plat. Et là, on songe, dans le cadre du plan Nord, à aller dans une zone où on ne touchait pas. Une forêt boréale intacte, là, au nord du 51e parallèle, comme voir des routes qui vont traverser ça. Ce serait peut-être bête de ne pas faire des projets pilotes. Puis là, c'est ouvert dans le plan Nord d'aller voir dans les pratiques du développement durable comment on pourrait aller chercher des arbres qui ne repoussent pas. Qui repoussent, mais après 125, 200 ans à repousser. Ça se compare pratiquement à l'exploitation d'une ressource non renouvelable. Quand on va chercher des arbres à ce niveau-là, avec le temps de repousse, puis avec les possibilités de feux de forêt qui sont là, c'est comme si dans les faits, ça ne repousse pas. Et là, on songe à aller faire une type de foresterie dans ce dernier 100 000 kilomètres carrés là, de forêt intacte qu'on n'avait pas encore touché. Puis, ça n'a aucune rentabilité. Là. Si on calcule les coûts de transport, les vrais coûts, il n'y a pas de rentabilité. Mais bien sûr que si on finance la route des Monts-Tiges par le gouvernement, si on va indirectement, on va réussir. Hein? Et naturellement, plus c'est loin, moins ça coûte cher de droits de coupe. Parce que c'est loin, il faut quand même aider les compagnies, fait qu'on ne lui chargera pas des droits de coupe en plus. Ça, c'est sûr. Donc, c'est cette vision-là, une vision, on disait que les Québécois, à un moment donné, on était nés pour un petit pain. Ça, ils disaient ça, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça. Moi, j'ai entendu parler de ça, je suis vieux. Et on est né pour un petit pain. J'espère que vous avez, qu'on enlève ça de nos archétypes là, collectifs. On disait aussi qu'on était des porteurs d'eau. Il y a même des gens qui disent que de porteurs d'eau à exportateurs d'énergie, c'est juste une question d'échelle. C'est juste qu'il y a plus d'eau qu'on porte indirectement. Mais c'est la même logique. Là. On exporte d'énergie à moins cher qu'est-ce qu'elle coûte. À un moment donné, on a les impacts environnementaux chez nous. Et on trouve que c'est normal. Hein? Faut que l'économie roule. Donc, au niveau, pourquoi nous, on va être là le 22 avril? C'est parce qu'on trouve actuellement absurde de développer une économie de ressources en vendant des ressources naturelles souvent non renouvelables à moins cher que ce qu'elles nous coûtent à extraire. Et ça devient absurde. C'est difficile à croire, même quand elles sont renouvelables. La forêt québécoise, vous savez, depuis la crise, est fortement subventionnée par l'État, donc fortement déficitaire. Des fois, tu te dis peut-être qu'on pourrait laisser pousser les arbres, c'est du capital. Bien sûr qu'il y a des emplois à court terme, puis il y a des emplois dans les régions, mais souvent, des emplois qui ont été... On n'a pas cherché une plus-value, des nouveaux types d'économie, donc on maintient, on a sauvé une multinationale, la compagnie qui s'appelle maintenant Résolu, qu'on a sauvé à coût de centaines de millions, qui maintenant veut poursuivre le gouvernement. Pourtant, il s'est fait sauver. Il s'appelle Résolu maintenant. Je ne sais pas pourquoi ils sont résolus à quoi faire avec nous, mais il s'appelle Résolu. Et donc, c'est des problématiques donc, de ressources. Si on revient, là, je ne suis pas encore à 9 minutes. Hein? Non, j'y arrive allègrement. Il faut que je fasse attention à ça. Toujours est-il que, donc, pour Nature Québec, il est important de regarder, en termes des nouveaux paradigmes, on parle d'économie écologique. C'est-à-dire que dans cette économie écologique-là, on regarde le coût réel. Il y a un gars chez nous qui a fondé Nature Québec, Harvey Mead, qui était commissaire au développement durable, qui a développé l'indice de progrès véritable au Québec. C'était développé ailleurs dans le monde. On essaye de trouver quelque chose de plus valable que le PIB pour dire si notre économie est en santé ou pas. Vous savez qu'avec le golfe du Mexique, le PIB a monté. Quand il y a des catastrophes, même avec le verglas, après, ça a monté. Le PIB, là, ça fait 9 minutes. Bon, j'aime ça, les choses précises. Et donc, avec l'indice de progrès véritable, on peut calculer ce qu'on appelle les externalités. Par exemple, quand on exploite des minéraux, bien, il faut quand même savoir que c'est un passif qu'on enlève, parce qu'à partir du moment où il est sorti de la Terre, il n'est plus disponible pour les générations futures. L'or qu'on va chercher aujourd'hui, le cuivre qu'on est allé chercher hier, il n'y en a pratiquement plus, on l'a épuisé. Et donc, va devenir quelque chose que n'auront pas les générations futures. Donc, il est important
d'en sortir le maximum d'argent, de le transformer le plus possible, et pour les générations futures, de créer des fonds souverains, pour s'assurer qu'on puisse trouver des substituts pour les générations qui viennent au manque de ces ressources-là. C'est quelque chose qu'on doit faire et que font certaines sociétés, comme la Norvège, il y a un peu de calvinisme. La Norvège est un peu coupable d'exploiter des ressources pétrolières. C'est créer un super fonds pétrolier qui a un nom long comme ça, et surtout en norvégien. Mais ils utilisent ça pour essayer de diversifier et faire que la société norvégienne soit le plus indépendante au pétrole possible. C'est des éléments qui peuvent se faire. Nous, non. Nous, on finance l'exploration de 25 à 55 % des coûts d'exploration des minières quand ils vont explorer pour trouver. Et s'ils trouvent, on ne leur demande pas un sou d'action, rien. Non, merci, là, c'est correct. Là. Gardez le change. Il n'y a pas de problème, on n'exige rien. Mais des fois, on a un petit peu d'influence. Hein? Puis ça, c'est pour ça qu'il faut être là le 22 avril. On dit à quoi ça sert, même si on est 100 000, on l'a vu avec les prêts bois, ils ne changent pas, mais ils changent. Puis on s'aperçoit, là, nous, des fois, avec le peu, là, on a bâti la coalition Québec-Meilleure-Mine. Au début, tout le monde disait, ouais, vous êtes fou raide, les mines, parce que ça n'intéresse personne, c'est loin, puis c'est en Abitibi ou c'est à Côte-Nord. Il n'y a pas personne qui s'intéresse à ça. Mais le monde s'intéresse à ça, puis on commence à faire des gains. Donc, tout le monde, le 22 avril, dans la rue, ce n'est pas juste pour dire, puis les aquabonistes, à quoi bon, puis ça va être le fun, on va se promener en plein air, mais le gouvernement va s'en foutre, c'est sûr. Non, ça a une influence réelle des mouvements citoyens, puis on commence à faire bouger.